plongeons aujourd'hui au cœur d'un des moments les plus intenses, les plus sismiques de l'histoire française moderne. On va essayer de comprendre comment le destin d'un seul homme a pu déchirer tout un pays. Parce que cette affaire, ce n'est pas juste une question de culpabilité ou d'innocence. Non, c'est bien plus que ça. Ça touche à l'identité même de la France. Alors, pour bien saisir l'onde de choc de l'affaire Dreyfus, il faut d'abord planter le décor. On est à la fin du 19e siècle et la Troisième République française, c'est une véritable poudrière. Imaginez un peu, la France est encore sous le choc d'une défaite terrible contre l'Allemagne. La République est jeune, fragile, secouée par des crises politiques et des scandales de corruption qui éclatent au grand jour. C'est le terrain de jeu parfait pour la méfiance, la paranoïa et bien sûr, la recherche de boucs émissaires. Et au cœur de tout ça, il y a ce sentiment très fort, le revanchisme, l'obsession de prendre sa revanche sur l'Allemagne. Du coup, l'armée, c'est plus qu'une institution, c'est sacré, c'est l'honneur de la nation. La toucher ou même la critiquer, c'est presque un blasphème. La moindre trahison en son sein est vue comme une menace mortelle pour la France entière. Et en même temps, une autre idéologie vraiment toxique gagne du terrain, l'antisémitisme. Ce n'est plus juste un vieux préjugé religieux, non. Ça devient une théorie politique, raciale, qui prétend que les citoyens juifs ne sont pas de vrais Français. On les accuse de tous les maux du pays, et cette haine est déversée chaque jour dans des journaux très populaires. 200 000. Ce chiffre, c'est le tirage du journal le plus violemment antisémite de l'époque, La Libre Parole. Ça donne une idée de la puissance de cette propagande. Le climat est saturé de haine, et l'opinion publique est prête à accepter n'importe quel coupable, pourvu qu'il soit juif. Et c'est dans ce contexte explosif que tout commence, avec l'accusation de trahison portée contre un seul homme, le capitaine Alfred Dreyfus. On est en 1894. D'un côté, on a donc le capitaine Dreyfus. Il est juif, il est alsacien. Bref, pour une armée obsédée par la trahison et rongée par l'antisémitisme, il est le coupable idéal. Il est condamné sur la base de faux grossiers. Et de l'autre côté, il y a le vrai traître, Esterhazy, un officier endetté jusqu'au cou qui lui vendait bien des secrets à l'Allemagne. Et il reste libre. Pour en marquer le coup, l'armée organise un spectacle terrible, la dégradation publique de Dreyfus. On lui arrache ses galons, on brise son sabre. Pour beaucoup, l'affaire est close, le traître est puni, l'honneur est sauf. Sauf qu'en réalité, ce n'était que le début. Car l'affaire ne va pas s'éteindre, bien au contraire, elle va s'embraser, notamment grâce à la famille de Dreyfus et à quelques personnes courageuses qui vont se battre sans relâche et petit à petit faire éclater au grand jour les preuves de la machination. Et puis vient le point de rupture. Janvier 1898, le vrai coupable, Esterhazy, passe en justice. Et là, stupéfaction. Malgré les preuves, il est acquitté en quelques minutes. C'est une parodie de justice. Ce n'est plus une erreur judiciaire, c'est un scandale d'État. La guerre est déclarée entre la vérité et la raison d'État. 2 jours plus tard, bam. C'est un véritable coup de tonnerre. L'écrivain Émile Zola publie à la une du journal L'Aurore sa fameuse lettre ouverte « J'accuse ». Il ne fait pas que douter, il pointe du doigt, nommément, les plus hauts gradés de l'armée, les accusant d'avoir sciemment condamné un innocent. Et c'est là qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle figure dans le débat public, l'intellectuel. Le mot est d'abord une insulte, lancée par ses adversaires pour se moquer de ces écrivains qui se mêlent de ce qui n'y regarde pas. Mais le mot va rester, et il va désigner cette personne qui engage son nom et sa notoriété pour défendre la justice face au pouvoir. Résultat, la France se coupe en deux. C'est vraiment ça, 2 camps qui se détestent. D'un côté, les Dreyfusards, pour qui la justice et les droits d'un seul homme comptent plus que tout, et de l'autre, les anti-Dreyfusards, qui pensent que l'honneur de l'armée et l'unité de la France passent avant le sort d'un individu, surtout s'il est juif. Et cette guerre, elle se mène avant tout dans la presse. C'est l'une des toutes premières guerres médiatiques de l'histoire. Les journaux ne se contentent pas de donner des nouvelles, non, ils deviennent des armes, ils façonnent l'opinion, déchaînent la haine ou appellent à la justice, avec une violence inouïe. Alors, au-delà du cas Dreyfus lui-même, cette crise terrible a laissé des traces très profondes. Elle a en fait redessiné le visage politique et intellectuel de la France pour des décennies. Le chemin de la justice a été incroyablement long. Il faudra attendre 1906, soit 12 ans après sa condamnation, pour qu'Alfred Dreyfus soit enfin et totalement innocenté. Mais le véritable impact de l'affaire, sa signification historique, va bien au-delà de la réparation de cette injustice. C'est là que c'est crucial de comprendre l'héritage de l'affaire. C'est un héritage à double tranchant. D'un côté, elle a renforcé la République. Elle a consacré la presse comme un contre-pouvoir et a inventé la figure de l'intellectuel engagé. Mais de l'autre côté, elle a aussi banalisé une haine antisémite d'une violence extrême, qui a laissé des cicatrices terribles pour tout le XXe siècle. Finalement, l'affaire Dreyfus était une sorte de miroir tendu à la société française. Elle a révélé ses fractures, ses contradictions, et elle a posé des questions absolument fondamentales sur ce qu'est la démocratie, ce qu'est la justice et ce qu'est une nation.
Et cette question, elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui. La vérité face à la raison d'État. La justice pour un individu face à l'intérêt supposé du collectif. L'affaire Dreyfus nous rappelle de façon saisissante que ce combat-là n'est jamais gagné d'avance. Il demande une vigilance de tous les instants.